Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons François Omril, président fraîchement élu de la CFE-CGC. Bonjour François Omril. Bonjour. Vous succédez à Carole Couvert à la tête du syndicat. Quel est votre programme? Mon programme, c'est le programme de l'organisation. Un programme axé sur le développement. Développement dans le cadre de la loi sur la représentativité. Un programme basé donc sur la représentativité, le travail à mettre en place, à continuer, à renforcer sur le terrain avec les fédérations, avec les sections syndicales. Et travaille aussi sur le développement de notre visibilité. De façon à ce que la CFE-CGC soit un syndicat qui conquiert des places, on dit aussi des parts de marché, sur le terrain, mais aussi dans l'opinion. Voilà. Aujourd'hui, il y a un syndicat qui, dans l'opinion, on fait parler, c'est la CGT sur la loi travail. Qu'est-ce que vous pensez de sa façon de faire médiatique et même sur les blocages qu'il y a en France? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait inspirer justement le vôtre? Non. La CFE-CGC, aujourd'hui, très clairement, est contre la loi travail. Après, il faudrait nuancer. Ce n'est pas forcément l'objet de votre question. Mais globalement, on est contre la loi travail sur le fond et sur la forme. Aussi sur la forme, c'est-à-dire dans la façon dont le gouvernement a agi vis-à-vis des partenaires sociaux. Mais sur ce que vous dites, sur le contentieux qui est en train de devenir un conflit avec certaines organisations syndicales, moi je ne juge pas des moyens que choisissent telle ou telle organisation syndicale pour agir. Par contre, c'est très clair que sur la question précise des blocages là où il y en a, nous au niveau de la CFE-CGC, c'est pas votre façon de faire. Et d'un, c'est pas notre façon de faire, et de deux, on n'y est pas favorable. On croit qu'il y a des moyens d'expression, il faut les utiliser. C'est pas toujours facile, mais on respecte par contre l'expression la diversité des moyens d'expression de toutes les organisations. Justement, vous parliez du fond de cette réforme. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans cette réforme sur le fond? C'est l'article 2 aussi? Principalement, cette réforme n'a pas d'impact sur le travail, n'a pas d'impact positif. Donc on trouve quand même un peu difficile d'appeler loi travail une loi qui, quand on regarde à l'examen les différentes dispositions de cette loi, n'a aucun impact positif sur le travail. Donc c'est quand même le premier problème. Après, sur la question précise que vous me posez sur l'article 2, oui, effectivement, on a un problème parce que nous, on pense qu'il y a trop de risques à se lancer tout d'un coup dans une réforme allant vers la déstabilisation du cadre collectif dans lequel on exerce son contrat de travail sans avoir des garanties de réserve sur la façon dont ça se fera. Et il nous semble qu'aujourd'hui, il y a très peu de bénéfices pour beaucoup trop de risques. Et j'observe d'ailleurs que, s'agissant du camp patronal, la CGPME, par exemple, pour elle est radicalement contre, parce que justement, elle a peur au dumping social. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prêt justement à aller dans la rue? Aller dans la rue, on y est déjà allé à la CFE-CGC, donc on est toujours prêt à le faire. Le problème, c'est que, j'allais dire, ce sont des dispositions que la Confédération est prête à mettre en place, à mettre en œuvre, dès l'instant que nous considérerons qu'il y aura un gain à le faire. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous pensons que ce n'est pas la bonne voie. Il y a une voie, on va dire une voie médiane, la troisième voie, qui est simplement de remettre les partenaires sociaux en face, de les considérer, de leur faire confiance et de leur proposer de s'entendre. Donc en gros, c'est retrait du texte, on repart sur des négociations collectives pour réaboutir sur une nouvelle loi. Oui, je pense qu'on est arrivé à un tel point de crispation que le gouvernement serait sage de retirer son texte. Et cette nouvelle loi, quels seraient les axes majeurs sur lesquels il faudrait travailler justement pour que ce soit une vraie loi travail qui aide l'économie? Si on veut aider l'économie, il faut mettre en place des dispositions qui, concrètement, ont un impact positif sur l'économie et ne sont pas basées uniquement sur des régressions, sur des petites régressions. Pour avoir un impact positif sur l'économie, il faut travailler sur les éléments de la compétitivité propre à chaque entreprise, favoriser tout ce qui est investissement, mettre en place des dispositions, qu'elles soient de nature opérationnelle, par la recherche, favoriser les investissements, favoriser les relations entre les différents contractants. Donc, le cadre est trop court ici, mais il y a tout un tas de secteurs sur lesquels on peut faire des propositions extrêmement positives, extrêmement engageantes pour favoriser le développement économique. Donc favoriser la recherche, l'investissement d'entreprise, là où aujourd'hui ce n'est pas le cas dans cette loi? Absolument pas. Absolument pas. Là, on est sur un principe, de mon point de vue, assez éculé, qui serait que le progrès de tous serait assuré par la réalisation de chacun. Ça n'a pas de sens.
Voilà. Donc cette loi, vous dites que c'est une régression de chacun, enfin une régression... Bah, oui, parce que si vous voulez, il y a effectivement dans la loi des dispositions qu'on peut considérer comme intéressantes, voire même pour certaines positives. C'est vrai que la garantie jeune, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Le compte personnel d'activité aussi, c'est intéressant. Mais ce sont des dispositifs qui font des paris sur l'avenir. Hein. Moi, j'aime bien qu'on fasse des paris sur l'avenir, mais il vaut mieux les faire, ça c'est quand même plus sécurisant de faire des paris sur l'avenir, sur des dispositifs qui ont déjà été éprouvés, testés. Donc voilà, c'est tous ces points-là que je souhaiterais qu'on remette un petit peu sur l'établi. Merci François Merlin. Voilà. On dit au revoir aux téléspectateurs de TLM. Pour la suite de cet entretien, il restera une question et ça sera sur YouTube. Merci. On est toujours ensemble. Et c'est la dernière question. C'est un aspect important du syndicalisme à la française qui mérite d'être abordé. C'est son coût pour la collectivité. Dans de nombreux pays d'Europe, la part des cotisations couvre 80% un petit peu du budget des syndicats. En France, on voit que c'est beaucoup moins. C'est de l'ordre de 30 à 40%. Est-ce qu'il ne faudrait pas une réforme de notre système, là où les syndicats coûtent chaque année près de 4 milliards d'euros à l'État ? Je dois vous dire que je suis un peu stupéfait de vos chiffres, parce que je n'ai pas les mêmes. Alors c'est le rapport Perruchot qui est sorti. Oui, le rapport Perruchot, bien sûr. Alors, les syndicats ne coûtent pas un centime à l'État. Bah, c'est très clair. Ils ne coûtent pas un centime. Aujourd'hui, le financement des syndicats, vous avez raison, je partage à peu près votre chiffre, suivant les organisations, suivant les structures. C'est, si vous voulez, le budget de fonctionnement des organisations syndicales, c'est assuré à 30 ou 40% par les cotisations. C'est déjà pas si mal. Ensuite, il y a un complément qui n'est pas négligeable, qui vient pour partie du fonds paritaire, hein, qui est le regroupement d'un certain nombre d'autres dispositions qui existaient antérieurement, mais qui sont sur le budget des entreprises. C'est un choix partagé, pour le coup, des partenaires sociaux, de considérer comme absolument fondamental que les représentants du personnel soient bien formés, qu'ils agissent dans des cadres fédéraux et confédéraux structurants. Et donc, ils ont choisi, entre eux, de mettre en place des dispositions de cofinancement des organisations syndicales, au passage patronales et salariales, hein, sur une cotisation basée sur les entreprises. L'État ne verse pas d'argent aux syndicats. Par contre, je dois vous dire qu'effectivement, l'État verse beaucoup d'argent aux partis politiques. Et je serais assez intéressé que, pour le coup, on ait le débat. Hein. Aujourd'hui, on est dans un système où on véhicule quand même pas mal de chiffres. Pour certains, ils sont faux, c'est très flagrant. Pour d'autres, ils sont, comment dire... un peu arrondi, hein, un peu flou. On vit aujourd'hui dans une période dans laquelle les décideurs politiques, les gouvernants aiment bien donner des leçons aux partenaires sociaux. Eh bien, si sur le sujet des financements, ils peuvent bien se mettre à la table et qu'on compare nos modalités de fonctionnement et nos modalités de financement, ben écoutez, moi je suis prêt à le faire. Est-ce que vous considérez aussi que les syndicats sont plus représentatifs finalement aujourd'hui que les partis politiques, là où on voit que les partis politiques en nombre d'adhérents s'écroulent, que les syndicats, bon... Écoutez, bien sûr. Alors, souvent, on nous objecte, à nous les syndicats en France, qu'on serait peu représentatif au motif qu'on a moins d'adhérents que la moyenne en ce moment. Oui, tout à fait. Mais c'est un argument extrêmement facile. La représentativité, il y a une loi qui le dit. La représentativité, c'est les élections dans les entreprises. Donc, dans toutes les entreprises où des élections sont organisées, hein, parce que non, il n'y a pas d'élection dans toutes les entreprises, mais partout où c'est organisé, le taux de participation aux élections est supérieur à 70%. Voilà un score, je pense, que les partis politiques devraient méditer et se fixer comme un objectif. Premier point. Donc, deuxième point, nous, par l'élection, les organisations syndicales, on est parfaitement représentatifs. Après, s'agissant du nombre d'adhérents, effectivement, on est confronté à ce problème, et on y travaille d'ailleurs, hein, pour augmenter notre nombre d'adhérents. Mais il ne faut pas comparer tous les systèmes au niveau européen en souhaitant les importer les uns les autres. Est-ce qu'il faudrait des carottes pour que les gens... se syndiquent aujourd'hui, des incitations comme il peut y avoir dans d'autres pays nordiques ou en Allemagne? Écoutez, c'est compliqué. Moi, je dis que si on veut intervenir sur notre système, qui a une dimension culturelle très forte en France, et donc, comme dans tous les pays d'Europe, chaque pays d'Europe a son syndicalisme. Que je sache, on n'a pas à se plaindre en France. On est un syndicat, on a un type de syndicalisme qui syndique assez peu les gens, tout simplement parce que ça n'est pas obligatoire.
Voilà. Dans d'autres pays comme la Belgique, c'est pour partie obligatoire. C'est facile d'avoir beaucoup d'adhérents quand c'est obligatoire. Il faudrait changer ça en France ou non? Moi, je ne prétends pas qu'il faille forcément le changer. Non, je ne prétends pas parce que chaque pays a trouvé sa propre efficacité. En Allemagne, on parle allemand. Visiblement, les gens, ils se comprennent en parlant allemand. Et ils ne se comprennent pas mieux que nous qui parlons français. Donc simplement, il y a une dimension culturelle dans l'activité syndicale. Il faut la respecter et il faut respecter les différences et la diversité. Et juger du résultat. Le résultat de l'activité syndicale en France, c'est pas si mauvais que ça. Donc, s'il faut par contre proposer des évolutions, moi je ne suis pas contre, au contraire, mais à ce moment-là, il faut les proposer dans un cadre dans lequel on met sous contrôle les évolutions. Et donc, si c'était votre question au départ, s'il fallait créer des incitations, pour le coup, on va dire presque conventionnelles, à l'adhésion, c'est intéressant comme proposition. Nous, on est prêts à y réfléchir. Et peut-être que pour le coup, ça ferait le lien avec ce qui est en débat aujourd'hui au sujet de l'article 2 de la loi El Khomri. Voilà un sujet sur lequel nous, on est prêts à réfléchir et à faire des propositions. Mais là encore, il faut que ce soit des propositions pragmatiques qui aillent dans le sens d'un progrès collectif. Il ne s'agit pas de dire ça marche là-bas, donc on va le faire chez nous, ça va marcher aussi bien. Parce que ça, c'est pas vrai. Merci François Oberlin.